Chères apprenantes, chers apprenants, bienvenue pour une nouvelle séance autour du roman à vocation autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Aujourd'hui, nous allons voir une activité de lecture qui traite de l'enchâssement narratif. Pour ce faire, nous avons pris un support du chapitre 3 qui commence par Rahma, la femme du fabricant, et qui se termine par un repas pour les pauvres, page 45-51. Donc, nous avons fixé des objectifs. Premier objectif, étudier la technique de l'enchâssement narratif dans ce passage. Ensuite, nous allons essayer de découvrir ensemble l'apport de la mise en abîme dans un roman autobiographique. Et pour ce faire, nous avons choisi ce support-là que nous allons lire tout de suite. Rahma, la femme du fabricant de charrues qui était sortie ce matin, accompagnée de sa fille Zineb, dans l'intention de se rendre au quartier Qalqliyin pour assister à un baptême, revint tout en pleurs. Elle se mit à se lamenter depuis l'entrée de la maison, à s'administrer des claques sonores sur les joues. « Malheur, malheur à moi, je suis la plus misérable des mères, je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Personne ne pourra soulager ma peine. » Les questions fusaient de toutes les fenêtres. Les femmes avaient interrompu leur besogne. Elle la suppliait de les mettre au courant de la nature de cette catastrophe qui l'avait frappée. Ma mère oublia que Rahma n'était qu'une pouilleuse et une mendiante d'entre les mendiantes. Tout émue, elle se précipita au premier étage en criant « Ma sœur, ma pauvre sœur, que t'est-il arrivé ? Ne pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. » Toutes les femmes entourèrent Rahma, la malheureuse. Mon père arriva comme de coutume après la prière de l'Aïcha. Le repas se déroula simplement, mais à l'heure du thé, maman parla des événements de la journée. Elle commença. Cette pauvre Rahma a passé une journée dans les affres de l'angoisse. Nous avons toutes été bouleversées. « Que s'est-il passé ?» demanda mon père. « Attends, dit-elle, je commence à peine. Tu m'interromps tout le temps. » Rahma était donc invitée au baptême et à la cérémonie du nom. Son mari lui acheta une belle robe parsemée de fleurs multicolores. Elle sortit son foulard de mariage, le beau foulard rouge à des corps d'oiseaux, habilla de neuf sa fille Zineb, et elles partirent de bonne heure ce matin. Les gens se battaient pour se faire servir. Rahma et sa fille furent prises dans les remous de cette cohue. Une fois à l'air libre, Rahma rajusta son haïk et constata la disparition de Zineb. Elle appela, cria, ameuta la foule. Le jeudi suivant, Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organisa un repas pour les pauvres. Voilà donc, on va procéder à l'identification de ce passage et j'aimerais signaler qu'on a vraiment pris notre liberté à le décortiquer pour avoir des unités de sens. Donc là, on va commencer par la situation du passage. Ce texte se situe au chapitre 3. Il vient après la joie qui règne dans la demeure du narrateur suite à l'acquisition de la lampe à pétrole. Zineb accompagne sa maman, Rahma, pour assister à un baptême. Chemin faisant, la fille est perdue dans la foule d'Orsif. Après l'avoir cherchée dans les ruelles de la Médina, la mère, horrifiée, rentre à la maison tout en pleurs. Donc là, c'est la situation de ce passage-là. Le genre, bien sûr, c'est un extrait d'un roman autobiographique. Le type, c'est narratif et descriptif aussi. La tonalité, c'est pathétique. Le thème dominant ici, c'est la compassion des femmes envers Rahma dévoile l'une des valeurs les plus caractéristiques de la société marocaine d'antan. Ça veut dire d'autrefois, la solidarité entre les voisins. Donc c'est en quelque sorte une valeur qui commence à se perdre dans ces temps-là. Les personnages
sans Sidi Mohamed, Lalla Zoubida, Rahma Safi Zineb, Fatma Bziouia, les voisines, la Mqadma. Le champ lexical ici, après lecture de ce passage-là, nous avons pu relever un champ lexical qui est en rapport avec la peine et la douleur. Et donc là, on a pu relever quelques mots en relation avec ce champ-là. Se lamenter, douleur, peine, pleurer, gémissez, pénible, pleureuse, sanglot, cri, consolé, larmes, octant. Commençons par le premier axe, la disparition de Zineb, une narration en relais. Donc une narration en relais, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Là, je vous présente une batterie de questions à laquelle on va répondre. Qui prend en charge la narration dans le roman? Bien sûr, Sidi Mohamed, le narrateur personnage. Est-ce le cas pour l'épisode de la disparition de Zineb? Est-ce que c'est Sidi Mohamed qui va nous raconter ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas lui qui raconte. Alors, qui relate donc les péripéties de la disparition de Zineb? C'est la maman, la Zoubida. C'est elle qui prend le relais de la narration et c'est elle qui va nous raconter la disparition de Zineb. Elle devient à son tour narratrice. Pour qui le fait-elle? C'est-à-dire, à qui s'adresse-t-elle en tant que narratrice? Qui serait son narrateur? Et par conséquent, nous, lecteurs, ne serons aussi au courant de l'événement. Effectivement, elle rapporte ce qui s'est passé à son mari, Ma'alem Abslam. Donc là, c'est la Zoubida qui est la narratrice et Ma'alem Abslam qui est le narrateur, qui se trouvait dans son atelier au moment où les événements ont eu lieu. On va comparer ces deux narrateurs, à savoir Sidi Mohamed, qui raconte au lecteur une partie de sa vie, et la nouvelle narratrice qui est la Zoubida, qui va nous parler et nous raconter, et surtout à son mari, la disparition de Zineb. Donc ici, Sidi Mohamed est le narrateur principal. Et la Zoubida devient narrateur relais, c'est-à-dire elle prend le relais, elle prend la relève de la narration. C'est elle maintenant qui va s'occuper de raconter la disparition de Zineb. Donc, quand il y a changement de narrateur ou un narrateur rentre en scène pour relier le narrateur principal, on parle ici de la mise en abîme, de l'enchâssement. Donc, le récit de la disparition de Zineb n'est pas raconté par le narrateur principal. Ici, ce n'est pas Sidi Mohamed qui nous raconte la disparition de Zineb. Donc, il est pris en charge par un narrateur secondaire relais, qui est la Zoubida, puisqu'il était là au moment des événements. La Zoubida est la nouvelle narratrice, elle est une narratrice relais. Cette technique est appelée enchâssement. Elle sert à produire un effet de réalité, de briser la monotonie de l'histoire, tout en rendant la structure narrative plus complexe. Donc ici, pour éviter l'ennui chez le lecteur, Sidi Mohamed fait intervenir d'autres narrateurs, comme ce que nous allons voir tout à l'heure, qui vont essayer de donner un nouveau souffle au récit de Sidi Mohamed et de faire en quelque sorte reposer Sidi Mohamed dans sa narration en proposant d'autres narrateurs qui vont se relier à nous raconter des récits encadrés et des récits enchâssés. Donc là, qu'est-ce que c'est un récit enchâssé? L'enchâssement ou mise en abîme est une technique narrative, c'est en relation à la narration bien sûr, qui consiste à emboîter un ou plusieurs récits secondaires, emboîter ou imbriquer ou greffer aussi un ou plusieurs récits secondaires appelés récits enchâssés à l'intérieur du récit principal appelé récit cadre. Donc voilà, donc là, on va essayer de schématiser un petit peu. Donc ça, c'est le récit cadre. Et à l'intérieur de ce récit cadre,
il y a un récit enchâssé. Donc, le récit enchâssé implique la présence de deux récits. Un récit cadre, bien sûr, et un autre enchâssé. Un enchâssé et un enchâssant. Le récit enchâssant sert de cadre au second. Et il est à noter qu'il existe des formes de l'enchâssement. Les divers types de récits enchâssés peuvent être regroupés en deux grandes formes. La première forme, c'est le récit encadré. C'est lorsque le récit second occupe l'essentiel du texte, ça veut dire qu'il domine le récit cadre. Le récit enchâssant ou récit premier n'est là que pour servir de cadre au récit enchâssé. Le récit cadre s'efface, ça veut dire disparaît, devant le récit encadré qui occupe quantitativement, ça veut dire il occupe une grande place, il s'agit d'une place dominante. Pour la seconde forme, c'est le récit intercalaire. On parlera de récit intercalaire quand un ou plusieurs récits sont enchâssés sans que l'un d'entre eux ne prédomine, ou alors quand un ou plusieurs récits sont enchâssés à l'intérieur d'un récit premier qui reste dominant. C'est le cas du récit de Sidi Mohammed. Donc, le récit de sa vie est dominant. Il y a d'autres récits secondaires qui viennent pour se greffer à ce récit cadre sans le dominer. Donc là, on va voir un petit récapitulatif. L'épisode de la disparition de Zineb peut être considéré comme une structure narrative à part entière. Donc si on prend cet épisode de la disparition de Zineb, on peut considérer comme une structure narrative à part entière parce que elle est liée à la structure, plus précisément au schéma narratif. Donc, à laquelle on peut proposer le schéma narratif suivant. Donc là, vous avez des personnages et des faits importants. Commençons par la situation initiale. Les personnages sont Rahma et sa fille Zineb. Elles sortent pour aller à un baptême. Il y a un élément perturbateur, c'est toujours Rahma. Elle a perdu sa fille Zineb. Les péripéties, donc les personnages qui seront avec Rahma, c'est la Zoubida, les voisines, Sidi Mohammed, les crieurs publics, Fatma Bziouyad, l'Islawad, etc. Donc les faits importants, c'est quoi? C'est les plaintes de Rahma qui est arrivée en pleurs, c'est des lamentations, les voisines aussi sont arrivées pour essayer de consoler Rahma, et donc il y a une mobilisation des voisins et le départ à Moulay Idriss pour chercher Zineb. Le dénouement, ce sont Lalla Zoubida et Fatma Bziouyad qui se sont déplacés à Moulay Idriss. Et donc, elles ont pu retrouver Zineb à Dar Qitoun et ils ont pu ramener la fille chez sa maman. C'est là la situation finale. Donc le personnage principal, c'est Rahma. Elle laisse exploser sa joie en revoyant sa fille perdue. Elle organise un repas pour les pauvres en guise de remerciement. Voilà, donc comme vous avez vu, il y a vraiment un schéma narratif pour cet épisode de la disparition de Zineb. Une synthèse partielle concernant ce premier axe. Dans ce passage, la disparition de Zineb révèle la solidarité des voisins dans les moments difficiles. C'est une valeur humaine, c'est la solidarité. Lalla Zoubida, oubliant son différend avec la mère de la fille égarée, est la première à soutenir sa voisine. C'est-à-dire dans les durs moments et dans les épreuves pénibles, oubliant les litiges, oubliant nous différents. Cette épreuve
montre la compassion des femmes envers Rahma, dévoilant l'une des valeurs les plus caractéristiques de la société marocaine d'antan. C'est la solidarité entre voisins. Là, on passe au deuxième axe, les récits enchâssés dans la boîte à merveilles. Donc, je vous soumets quelques récits enchâssés dans le récit cadre, à savoir le récit de la vie de Sidi Mohammed, où il est narrateur principal. Il y a d'autres récits secondaires avec des narrateurs relais qui viennent s'emboîter, se greffer, s'imbriquer au récit principal, et bien sûr avec des narrateurs relais. Donc il y a des événements, bien sûr, et avec un narrateur et un narrateur, c'est-à-dire le narrateur s'adresse à un narrateur. Premièrement, dispute de la mère avec Rahma. C'est la maman qui raconte à son mari ce qui s'est passé entre elle et Rahma. La disparition de Zineb, c'est la maman qui se charge de rapporter cet événement au père. Les ennuis de Moulay el-Harbi, c'est encore une fois la maman qui fait part de cet événement à son mari Abslam. Le portrait d'Abdallah l'épicier, personnage un peu mystérieux, c'est le père, Ma'alem Abslam, qui raconte à sa femme, Lalla Zoubida. L'histoire du cortège du mendiant, c'est encore une fois le père qui est ici narrateur et qui s'adresse à son enfant devenu narrateur. Récit de Rahma, donc c'est Rahma qui raconte à ses voisines ce qui s'est passé, et les mésaventures de Moulay el-Harbi avec sa jeune épouse, c'est Salama qui va essayer d'organiser une sorte de halqa pour raconter et rapporter ce qui s'est passé entre Moulay el-Harbi et sa jeune épouse. Donc les femmes sont les narrateurs à cette femme qui est devenue narratrice relais. Donc l'enchâssement, c'est en quelque sorte une multiplicité des récits. C'est-à-dire, plusieurs récits viennent s'imbriquer au récit cadre. Et donc, il y a d'autres narrateurs qui apparaissent pour prendre le relais de raconter à leur tour leur propre récit. Ceci nous fait rappeler les poupées gigognes, ou ce qu'on appelle aussi les poupées russes. C'est-à-dire à l'intérieur de la grande poupée, vous avez d'autres petites poupées, ou bien ça nous fait rappeler aussi un meuble avec des tiroirs. À chaque fois qu'on tire un tiroir, vous avez du nouveau, et le contenu de chaque tiroir est bien différent des autres. Donc, les récits qui sont imbriqués dans le récit cadre, à savoir la narration et le récit des événements de la vie de Sidi Mohammed, on peut citer le récit de la visite de Sidi Bouraleb et les foules de femmes venues y vider leurs mots sur le mausolée. Après, vous avez un autre récit, c'est celui de la disparition de Zineb, que nous avons vu tout à l'heure, et qui est assuré par une narratrice relais, c'est-à-dire une nouvelle narratrice, c'est Lalla Zoubida. Dans son récit encadré, elle raconte à son mari cet incident. Le récit de la faillite de Moulay el-Harbi et l'escroquerie de son associé Abdelkader, relaté par la mère, c'est-à-dire Lalla Zoubida, à son époux Ma'alem Abslam. Le récit du père à propos d'Abdallah l'épicier, personnage un peu singulier qui suscite l'admiration du jeune narrateur. Comme vous avez remarqué ici, ce sont des récits enchâssés dans lesquels Sidi Mohammed, le narrateur principal, est devenu à son tour narrateur. C'est-à-dire, il ne peut pas être partout et assister à tous les événements. Il est là à suivre le récit des autres personnages qui sont devenus à leur tour des narrateurs. Il n'a plus ce pouvoir-là de maîtriser tout le récit
de toute l'œuvre. Un autre récit, c'est celui de Ma'al Abslam à son fils. Ma'al Abslam est devenu à son tour narrateur, c'est encore un narrateur relais, à son fils, suite au décès de Sidi Mohammed bin Tahir, le coiffeur. Un autre récit de Rahma, narratrice relais, qui s'adresse aux voisines narrataires, sur les mésaventures de l'oncle Atman suite à son mariage avec une fille beaucoup plus jeune que lui. Le récit de Sidi al-Arafi, un frère réputé pour la guérison des âmes tourmentées, Sidi al-Arafi à son tour est narrateur relais, il prend le relais de la narration, il s'adresse aux trois visiteurs, à savoir Lalla Isha, Lalla Zoubida et Sidi Mohammed, le jeune narrateur. Et finalement, le récit de Salama, la marieuse, à Lalla Isha, lui dévoilant les raisons qui ont poussé son mari à la quitter. Voilà, donc là, ce sont des récits enchâssés qui viennent s'imbriquer au récit cadre. Et bien sûr, il contribue à enrichir le récit de vie de Sidi Mohammed. On arrive à la synthèse, on parle du récit enchâssé quand l'un des personnages du récit premier, c'est-à-dire récit cadre, devient narrateur et raconte à son tour une histoire secondaire. C'est un récit enchâssé. En effet, le narrateur premier, ici c'est bien sûr dans la boîte à merveilles, c'est Sidi Mohammed qui est le narrateur premier ou bien le narrateur principal, cède la narration à un autre personnage qui s'adresse à son tour à un narrateur. Donc c'est comme un relais en tant le témoin au prochain narrateur qui prend en charge un récit qui vient s'imbriquer au récit cadre. Le roman d'Ahmed Sfrawi contient un grand nombre de récits de personnages, comme ce que nous avons vu tout à l'heure, permettant l'enchâssement de petites structures narratives secondaires, c'est-à-dire les récits enchâssés, c'est vraiment des structures narratives à part entière, c'est-à-dire on peut les soumettre au schéma narratif. Ils ont bien sûr un début, un milieu et une fin. L'intrusion de l'oralité, qui fait référence à la littérature arabe qui s'est basée sur l'oral, et de la diversité des voies narratives, c'est-à-dire Salama, quand il regroupe les voisines, c'est à la façon de la halqa, la maman qui raconte à son mari ce qui s'est passé, d'autres personnages et narrateurs relais, et on est vraiment dans l'oralité et aussi dans la multiplicité des voix narratives, ce qu'on appelle aussi la polyphonie, ça veut dire vous avez plusieurs voix qui nous racontent un récit ou des récits. Donc tout ceci permet à l'auteur d'aérer sa narration, c'est-à-dire on n'est plus avec Sidi Mohammed, le narrateur principal du début jusqu'à la fin. Donc là, il a essayé d'aérer sa narration en invitant d'autres narrateurs pour en quelque sorte le faire reposer et assurer la continuité de la narration. Bien sûr aussi, c'est dans le but de divertir le lecteur pour ne pas l'ennuyer. On a tendance à s'ennuyer et à être agacé si on reste sur le même récit. C'est une certaine monotonie qui s'installe et qui ennuie. Et surtout, par souci d'objectivité, d'authenticité et de réalisme. Effectivement, Ahmed Sfrawi, l'auteur, à travers son narrateur Sidi Mohammed, s'est montré objectif du moment qu'il n'est pas intervenu dans les récits enchâssés. Authentique et réaliste aussi, puisque la vie est truffée d'événements
pendant lesquelles on ne peut pas être ni présent ni témoin, faute de la faculté de l'omniprésence, et encore moins en tant que personnage actif et participant à leur déroulement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette séance.